Aujourd'hui, on lit ça. On lit ça. Enfin, quand je dis on, comme d'hab, hein, c'est... Non, conception et programmation orientée objet. Ça parle à personne? Une personne, bien. Bon, je vais vous lire quelques morceaux choisis. Rassurez-vous, vous pouvez ranger vos sandwichs et vos sacs de couchage. On ne va pas tout faire maintenant. Mais voilà, je trouvais que c'est un Français. C'est un Français qui est l'auteur de ce bouquin, qui est réellement considéré comme une Bible dans son domaine. Bon, il faut comprendre pourquoi on met le mot Bible. Hein, c'est pas forcément... Enfin, le contenu fait quand même référence, même s'il est un petit peu dépassé. Mais disons qu'il y a une certaine convention stylistique dans la façon dont le livre est écrit, et je voudrais partager ça avec vous. Né dans le bleu glacé des fjords de la Norvège, amplifié par une incompréhensible aberration des courants sous-marins, près des côtes quelque peu grisâtres du Pacifique californien, considéré comme certains comme un typhon, par d'autres comme un tsunami, et par d'autres encore comme une tempête dans une tasse de thé, une vague de fond vient de déferler sur les rives du monde informatique. Objet est le terme à la mode, venu concurrencer et souvent remplacer structuré, dans le rôle de synonyme haute technologie de bel et bon. Comme il est de règle en pareil cas, le terme n'a pas le même sens pour tous ceux qui l'emploient. Tout aussi inévitable est la réaction en 3 temps qui menace l'introduction d'un nouveau principe méthodologique. Premièrement, c'est trivial. Deuxièmement, ça ne peut pas marcher. Troisièmement, ouais, c'est toujours ainsi que j'ai travaillé. Ordre variable selon l'individu. Mettons tout de suite les choses honnêtes, de peur que le lecteur, un seul instant, soupçonne l'auteur de la moindre timidité vis-à-vis de son propre sujet. Je ne considère pas la technologie objet comme une mode passagère. Je pense qu'elle est loin d'être triviale, tout en m'étant bien sûr efforcé de la rendre aussi limpide que j'ai pu. Je sais qu'elle marche et je suis convaincu qu'elle est non seulement différente des techniques qui dominent la pratique du logiciel, y compris certains des principes encore enseignés par des manuels universitaires, mais dans une certaine mesure incompatible avec elle. Bla, 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 bla. Bref, c'est assez long. L'intro est sympa. Et puis, voilà, le principe du bouquin, c'est qu'il va discuter avec vous, lecteur, il va discuter avec vous de qu'est-ce que c'est que la programmation orientée objet, en réfléchissant vraiment aux vertus de ce que c'est que la programmation orientée objet. Et puis, ben, forcément, comme c'est un bouquin qui parle de programmation et de conception, il va bien falloir écrire des programmes. Et il n'y a pas de langage. Ou plus exactement, il y a ce qu'il appelle une notation, qui est construite au fur et à mesure du livre, et il discute avec vous, lecteur. Alors, tu l'écrirais comment? C'est quoi ta syntaxe? Et voilà, en fait, c'est un livre dont vous êtes le héros, sachant qu'il ne vous demande pas de lancer des dés pour décider de la syntaxe que vous allez utiliser et tout ça. Hein. Il a quand même une petite idée, et tout le bouquin est construit donc autour de ce dialogue. Hein. Alors, excusez-moi, je cherche la conclusion du bouquin, qui n'est pas tout à fait à la fin parce qu'il y a des appendices. Bon, cela dit, il y a quand même un truc qui s'appelle la table des matières. Ça peut servir. Alors, enseigner la méthode, appliquer la méthode, épilogue, 1129. C'est quand même en page 1129. Voilà. Épilogue. Le langage dévoilé. Cherchant avec enthousiasme à résoudre certains des problèmes les plus critiques du génie logiciel, ce livre a élaboré une méthode ambitieuse de développement de systèmes de qualité. Puisqu'aucune méthode n'existe sans notation, il nous a fallu concevoir au fur et à mesure de l'apprentissage des divers composants de la construction logicielle orientée objet, ce qui est finalement devenu un langage complet d'analyse, de spécification, de conception, d'implémentation, de maintenance et de documentation logicielle. Cependant, plutôt que de dévoiler dès la première page le nom du langage que nous allions utiliser, vous avez été invité à participer, en compagnie de l'auteur, au développement de la notation, chapitre après chapitre, notion après notion, construction après construction. Et ce langage est resté jusqu'à présent sans nom. Pourquoi? Les raisons en ont été esquissées dès la préface, mais ont peut-être besoin d'être totalement dévoilées. D'abord, j'espère que bla 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 bla. On va aller jusqu'à la fin quand même. À moins que... Qui a compris de quoi on parlait pour l'instant?
le nom, qui n'est cité qu'une seule fois dans le bouquin. C'est un bouquin d'apprentissage d'un langage de programmation où le nom du langage n'est écrit qu'une seule fois. C'est le dernier mot de la conclusion. Toujours pas? C++, non. C'est l'auteur du langage qui parle. Et Sostrup écrit pas très bien en français. Ah. En fait, non, c'est poisson séché au café. Je suis désolé. Alors, les conventions littéraires ont une fin et le temps est donc venu, au crépuscule de notre longue exploration des beautés de la construction logicielle orientée objet, et après avoir remercié le lecteur d'avoir patiemment supporté tout au long de ces pages l'illusion pédagogique d'un langage anonyme, le moment est donc venu de lever le très léger voile qui a protégé le nom de notre notation. Bienvenue dans le monde. Ah tiens, il y a du Blanco. Dans le monde d'Eiffel. On va parler d'Eiffel aujourd'hui. On va parler du langage Eiffel de Bertrand Meyer. Ah, évidemment, il ne m'a pas attendu, lui. Qui a déjà fait du Eiffel? Personne n'a fait d'Eiffel. D'accord. Alors vous allez pouvoir le constater, le style des transparents est un petit peu différent. Je vous présente Patrick Bello, mon directeur de thèse, qui m'a initié à Eiffel. J'ai lu le bouquin. Pas toutes les annexes, mais ça fait quand même plus de 1000 pages sans les annexes. C'est lui qui est à l'origine de ces transparents et c'est aussi la raison pour laquelle il y a un joyeux mélange entre du français et de l'anglais dans les transparents. Bertrand Meyer, le coupable, est un Français, même s'il a aussi travaillé dans de prestigieuses universités outre-Atlantique. Aujourd'hui, il est, je crois que c'est Zurich. En tout cas, c'est sûr, il est en Suisse. Je crois que c'est l'école polytechnique de Zurich, mais à vérifier. Alors, on va faire un petit tour de Eiffel parce que, ma foi, c'est quand même un langage. Il a un style. Bertrand Meyer, il a vraiment un style quand il écrit, quand il s'exprime, quand il présente les choses, etc. Mais indiscutablement, il a quand même mis beaucoup d'efforts et beaucoup de désir de réussite dans cette notation dans Eiffel. Et il y a des choses à en retenir. Alors, je pense qu'on va aller assez vite parce que les transparents sont beaucoup plus verbeux de ce dont on a l'habitude, mais voilà. Un langage de haut niveau conçu pour le génie logiciel. Là, c'est vraiment la partie la plus importante, c'est que c'est un langage qui a été fait pour adresser un problème métier, et ce problème métier, c'était de pouvoir faire des grands systèmes. Eiffel a plutôt bien marché dans le monde bancaire, ce qui est quand même déjà une indication de la crédibilité qu'on peut lui accorder. C'est un des secteurs dans lesquels il a le mieux réussi. Bon, aujourd'hui, Eiffel n'est quand même pas très vivant, c'est indiscutable. Il a une syntaxe qui est tout à fait originale, vous allez voir, c'est très différent de ce dont on a l'habitude et elle est vraiment claire. Une clarification de tout ce qui a rapport avec l'héritage et en particulier tous les problèmes qu'on peut avoir avec l'héritage multiple. On a beaucoup de choses qui aujourd'hui sont devenues communes, les classes virtuelles pures, enfin les classes abstraites pures, la généricité, etc. Bon, vous connaissez tout ça, mais je vous parle d'un langage qui est né dans les années 80 et le C++ n'était pas non plus en train de dominer le monde dans les années 80. Dans les années 80, le C++ n'était pas un langage qui offrait la généricité. Il y a beaucoup de choses qui ont été rajoutées depuis que vous considérez comme appartenir au langage, mais qui sont apparues au fur et à mesure de l'évolution du langage. Et puis, il y avait pas mal de bibliothèques. Des bibliothèques, voilà, Eiffel.com, enfin bref, tout ce que vous pouvez imaginer, de quoi faire des parseurs, de quoi faire tout ce dont vous avez besoin, de faire des interfaces graphiques, voilà. Dans les concepts qui sont vraiment spécifiques à Eiffel, on va voir les clauses d'adaptation d'héritage pour résoudre les différents types de problèmes auxquels on peut avoir à faire face quand on fait de l'héritage multiple. On va surtout parler de design by contract, qui est probablement une des leçons les mieux retenues, une des plus belles contributions qu'Eiffel ait donnée au monde des langages de programmation. Et puis l'interface graphique, on va en parler un petit peu, histoire de se marrer, mais ça n'a absolument aucun intérêt pour notre discours aujourd'hui. Le compilateur, bon, tout ça c'est l'environnement de l'époque, c'est vraiment pas très marrant, on va sauter. On va parler un petit peu de qu'est-ce que c'est que la programmation orientée objet, vous savez bien. C'est un cours qui est aussi fait pour des gens autres que vous, donc il va y avoir un petit peu de redite, je m'en excuse. Mais voilà, vous savez bien que le point de départ, c'était l'équation de Niklas Wirth, qui disait qu'un programme, quand on fait de la programmation structurée, c'est vraiment le point de départ, hein, c'est Niklas Wirth qui dit qu'un programme, ce sont des données et des algorithmes. Voilà. C'est une façon
La bonne façon de penser, c'est penser à de bonnes structures de données, et puis une fois que vous avez aux bonnes structures de données, vous faites des algorithmes dessus. Et ben, l'orienté objet prolonge ou fait une espèce de dissolution, de fusion. Au lieu de le faire à grands grains, dans mon application, on va pouvoir mettre d'un côté les structures de données et de l'autre côté les algorithmes. Et ben, on va plutôt mettre les algorithmes dans les structures de données. C'est quand même un des points de départ de l'orienté objet. Le C++ permet d'aller un petit peu plus loin et en fait, je pense que si on y réfléchit bien, ni cette équation n'est la bonne. Structure de données et algorithme donnent programme parce qu'évidemment, dans les structures de données, il y a besoin d'un certain nombre de fonctionnalités de bas niveau qui sont là pour maintenir en vie la structure de données. Par exemple, insérer dans une liste, par exemple, copier un vecteur. Tout ça sont des structures qui sont de bas niveau, qui peuvent, quand vous rajoutez quelqu'un dans une liste chaînée, il faut faire attention aux invariants de votre liste chaînée. Si jamais c'est une liste chaînée qui maintient un cache pour savoir quelle est sa taille, il faut penser à mettre à jour le cache sur la taille, ce genre de choses. Donc, le fait de dire qu'un programme, c'est des structures de données d'un côté et les algorithmes de l'autre, c'est pas très élégant parce que dans les algorithmes, il y a des choses qui sont vraiment de l'ordre de maintenir les structures de données en vie. Et puis, les ayatollahs de la programmation orientée objet qui disent que tout est objet et les fonctions ne devraient pas exister, il n'y a que des méthodes, là, on rate quelque chose d'autre aussi. On rate tout ce qui est la beauté de STL. Ce qu'il y a de plus beau dans le C++, c'est quand même STL fondamentalement. C'est cette idée qu'on puisse arriver à écrire des algorithmes qui sont génériques sur les types de données, que, ma foi, on peut considérer des conteneurs séquentiels sans avoir besoin de savoir si c'est des decks, des vecteurs, des listes simplement chaînées ou toute autre chose. On peut arriver à abstraire la nature profonde de la structure de données et faire des algorithmes au-dessus. Donc là, à mon avis, le bon équilibre dans cette équation, c'est de dire que dans les structures de données, on va quand même y mettre une dose d'objets. Nos structures de données, faisons en sorte que ce soit des objets, mais qui ne sont là que pour maintenir leurs invariants. Cacher les détails d'implémentation au reste du monde, mais fournir une interface qui permette de quand même mettre les algorithmes au-dessus. Donc voilà, on va être clair. Je ne suis plus aussi convaincu par l'approche Eiffel que j'ai pu l'être par le passé. Je ne suis plus non plus convaincu par l'approche originelle de Wirth. C'est plutôt Wirth plus l'orienté objet qui serait plutôt qui est le bon win aujourd'hui. Bon, et puis là, un tout petit peu de mob. Vous avez eu le cours de Théo pour l'orienté objet. C'est une bonne façon d'essayer de modéliser une problématique et c'est quelque chose qui permet d'assez facilement, c'est une démarche qui permet assez rapidement de mettre au point un vocabulaire métier et de reconnaître dans la problématique que vous êtes en train de traiter quels sont les différents objets précisément. Qu'est-ce que c'est qu'une classe? Vous savez bien que c'est avant tout la réunion de deux choses, les attributs d'un côté et les routines de l'autre. Ou les membres et les fonctions membres si on voulait parler en C++. Alors un exemple de classe tout bête, je vous laisse lire, vous savez lire, un exemple de classe tout bête en Eiffel. Alors dans les choses que vous pouvez observer déjà, c'est que clairement c'est un transparent que j'ai emprunté à Patrick puisque les commentaires sont en français. Ça me viendrait mais alors, jamais à l'idée d'écrire du code avec des commentaires en français. Mais je suis quand même allé modifier les noms de ces routines. Il y avait certaines routines qui avaient des noms français. Ah, mon Dieu, mes yeux, ça pleure du sang, c'est pas possible. Alors, en programme en anglais. Donc, des choses à remarquer, c'est que c'est une convention, mais les types sont en majuscules, y compris comme integer, etc. Feature, on en verra par la suite. C'est quelque chose qui est comparable à private, protected, etc. Mais c'est un peu plus fin. On verra le détail par la fin. Enfin, après. Vous avez une syntaxe qui est quand même plus proche de Pascal où le type est derrière avec 2 points, ce qui a quand même le bénéfice de pouvoir nous éviter d'avoir à répéter les choses plusieurs fois quand on a plusieurs arguments du même type. L'affectation a une vraie syntaxe d'affectation et pas une syntaxe de test d'égalité. Les commentaires, vous l'aurez compris, sont introduits par tiret-tiret, mais il y a quelque chose d'assez rigolo que vous ne voyez probablement pas, qui est que certains commentaires vont quand même être parsés. Et par exemple, si vous vous amusez ici à mettre end, classe, Toto, il va vous hurler en disant que ce n'est pas compatible avec le nom de la classe que vous étiez en train d'ouvrir. Et puis voilà, il y a des mots comme is, do, end pour annoncer le début et la fin d'une ligne. Les points-virgules, un petit peu à la façon Go, ne sont pas obligatoires. Le retour à la ligne marque déjà une terminaison.
La syntaxe pour les appels de méthode, c'est ce que vous connaissez. Un objet, un point, le nom de la méthode, et puis les arguments de votre appel de méthode. L'instanciation d'un objet, ça se fait avec bang bang, ça se fait avec le double point d'exclamation. D'accord. Là, j'ai une variable de type point qui n'a pas été instanciée. Et l'instanciation, en Eiffel, par défaut, les gens sont manipulés par indirection. Toujours est-il que parfois, on peut avoir, ici c'est juste de l'instanciation, c'est de l'allocation mémoire si vous voulez, on peut avoir envie d'appeler un constructeur. Les constructeurs, ils ont le nom que vous voulez. La convention, c'est de l'appeler make, mais il faut quand même prévenir le système du nom que vous avez choisi, et vous avez une clause create qui devrait être écrite en bleu ici, une clause create pour annoncer quel est le nom de la routine, quel est le nom de votre constructeur. Et puis, bah voilà, on peut appeler aussi create plutôt que bang bang. Vous pouvez utiliser le mot create pour appeler l'instanciation. Les attributs. Alors, par défaut, tous les attributs sont en lecture seule. Ce qui est un petit peu étonnant quand même, quand on réfléchit au fait que Eiffel est un langage qui est fait pour pouvoir faire du génie logiciel, on s'est dit qu'une des premières choses qui devrait être interdite, c'est qu'un attribut soit visible. Les attributs ne devraient jamais être visibles. Pourquoi? Pourquoi les attributs ne doivent pas être visibles? Pardon? Encapsulation, mais plus précisément. Derrière ce mot, on recherche quelle qualité logicielle? Sécurité, c'est-à-dire vous pensez à quoi précisément? Alors, allez modifier un attribut en risquant de compromettre les invariants de l'objet. OK, donc ça c'est éliminé. En effet, vous n'avez pas les droits d'écriture sur les attributs. Il n'y a que l'objet lui-même. Du coup, la question est un petit peu plus fine. Quel est le problème à laisser des données read-only accessibles à tous? Quel est le problème à laisser des attributs visibles à tous? Et non plus en écriture. En écriture, c'est évidemment monstrueux. Mais en lecture, c'est quoi le problème? Par exemple, on peut avoir des propriétés qui ont des backing fields qui sont faits pour être privés et qui ne sont pas censés être visibles de l'extérieur. Et que pour accéder à une variable, on accède par la propriété et pas par le backing field. Alors, c'est vrai qu'en plus, il peut y avoir des champs qui ne sont pas destinés à être visibles et qu'on n'a pas du tout envie que les gens puissent les voir. Mais même si je me place, mettons vraiment, j'ai un attribut et je veux que l'utilisateur puisse avoir accès à cet attribut. Pourquoi on vous enseigne de ne pas le faire? Même en lecture seule. Faire n'importe quoi en lecture, c'est quand même raisonnablement bien borné. Parce qu'on a envie de contrôler la façon dont on va accéder à l'attribut, si jamais on a envie de faire un traitement au moment de l'accès à l'attribut. OK. C'est-à-dire, et c'est là la chose que tu introduis, c'est de dire, oui, mais qu'est-ce qui se passe si je change d'avis plus tard et que ce qui aujourd'hui est un attribut devient le résultat d'un calcul plus tard? Si je veux changer, l'exemple canonique bien connu, c'est imaginer une classe point implémentée comme coordonnée cartésienne. Et en fait, vous découvrez que, étant donné la nature des calculs que vous faites dans votre application, il aurait été beaucoup plus intelligent d'utiliser des coordonnées polaires, par exemple. Si votre application fournissait les attributs X et Y en lecture, vous êtes foutu. Vos points, vous ne pouvez plus en changer l'implémentation. Ils sont condamnés à continuer d'exhiber un attribut X et un attribut Y. Et du coup, c'est certainement plus très intéressant d'avoir le ρ et θ en plus, puisque vous véhiculez 2 fois les données, donc ce n'est pas possible. En revanche, si vous aviez masqué vos attributs X et Y et que vous aviez offert un getX, getY, ou plutôt XGet et YGet à vos utilisateurs, alors là, dans ce cas-là, même si d'un point de vue implémentatoire, vous avez opté cette fois-ci pour des points en coordonnées polaires, rien ne vous empêche de fournir une fonction qui fait le XGet et le YGet. D'accord? Donc en réalité, quand on vous invite à masquer vos attributs, c'est pour vous préserver le droit de préserver l'API en cassant l'implémentation. C'est quand même l'idée de base d'une interface, c'est que vous soyez libre chez vous, que vous fassiez ce que vous voulez dans votre implémentation, que vous ne soyez tenu que par le seul contrat
qu'est l'API. Et un attribut vous engage beaucoup plus qu'un appel de routine. D'accord? Donc ça, c'est le point de départ qui dit, c'est ce qui amène à cette idée qu'on ne veut pas proposer à l'utilisateur le droit d'aller lire les attributs. Est-ce que ça, c'est clair? Alors, dans ce cas-là, il y a une autre réponse que celle du C++ qui consiste... qu'est-ce qui nous contraint finalement en C++ à ne pas pouvoir transformer un attribut en une fonction? Elle est où la contrainte? Pourquoi est-ce qu'en C++ il y a une différence Pourquoi est-ce qu'en C++ il y a une différence entre une fonction qui me retourne un x, xget, et puis l'attribut x? Elle est où la différence? Elle est énorme la différence. Hein. Et encore une fois, si Didier était là, il vous mettrait deux baffes, celle de gauche et celle de droite. La différence c'est... Non. C'est une fonction, mais justement, ce que je voudrais, c'est que vous me verbalisiez quelle différence pour l'utilisateur. Et franchement, je vous ai donné la réponse. Je vous ai dit que Didier allait vous donner deux baffes, la gauche et la droite. La réponse, c'est les parenthèses. La différence entre aller lire l'attribut x et appeler la fonction xget, c'est la paire de parenthèses. Est-ce qu'au moins on est d'accord là-dessus? Et quelle nécessité de mettre une paire de parenthèses vides pour appeler une fonction? Il n'y a pas de nécessité. En effet, si votre fonction n'a pas d'argument, vous n'êtes pas obligé de mettre des parenthèses. Et la raison pour laquelle, en effet, vous avez le droit de... la raison pour laquelle les attributs sont en lecture et ils sont accessibles à l'utilisateur, c'est que si jamais un jour vous changez d'avis, vous pouvez toujours mettre une fonction sans argument qui porte exactement le même nom et l'utilisateur pourra l'appeler avec ou sans paire de parenthèses, mais le résultat est rigoureusement le même. L'utilisateur n'a pas à savoir... Fondamentalement, l'utilisateur... La lecture d'un attribut, il y a zéro différence en termes d'API avec une fonction sans argument. C'est rigoureusement la même chose. L'utilisateur, tout ce qu'il fait, c'est chercher à obtenir un résultat. Et de savoir si c'est un résultat qui passe par une fonction qui calcule cet argument ou un attribut qui retourne cette valeur, c'est quelque chose qui est purement un détail implémentatoire. Vous êtes d'accord avec ça? Honnêtement, c'est quelque chose d'assez plaisant. Et ça s'est retrouvé où? Ce côté plaisant. Aujourd'hui, les gens font plus ça, mais il n'empêche qu'une idée comparable s'est répandue dans les langages modernes. Un autre mot, un mot différent de attribut qui est de temps en temps utilisé, et c'est ça qui est caché derrière cette idée. Les properties, les propriétés. Si vous allez regarder les propriétés, par exemple en Python ou des choses comme ça, ou en C#, c'est cette possibilité d'avoir des pseudo-attributs pour lesquels vous définissez des accesseurs en lecture et en écriture qui ont la même syntaxe que pour la lecture, aller lire un attribut, et pour l'écriture, faire une affectation. Mais qui en réalité, au moment de la lecture, appellent une fonction, et au moment de l'écriture, appellent une fonction à laquelle il donne comme argument l'argument que vous voulez écrire. Vous voyez ça? Vous avez déjà vu les properties? Oui. Oui. En cours de quoi vous les avez vus? En fait, il y a un cours de Python, on a étudié Python, et c'était dans le premier cours. Dans le premier cours. Très bien. Donc voilà, la véritable raison pour laquelle les attributs sont quand même disponibles en lecture, en FL, alors que c'est un langage qui est fait pour le génie logiciel, c'est parce que en FL, ça n'engage à rien sur le futur. On peut toujours changer d'avis et décider que quelque chose qui était un attribut deviendra une fonction. En réalité, c'est tellement la même chose, un attribut et une fonction sans parenthèse, une fonction sans argument, que vous pouvez même déclarer des méthodes virtuelles sans argument, qui plus tard sont définies comme étant en réalité des attributs dans les classes fig. Pourquoi ça devrait faire une différence? C'est fondamentalement la même chose du point de vue de l'API. Donc les accès, les politiques d'accès, en C++ on dirait limite accessibilité, mais c'est d'abord les routines, les procédures, les fonctions. Les routines, ça désigne les procédures et les fonctions. FL fait une différence entre les gens qui retournent des valeurs et qui sont supposés ne pas faire d'effet de bord, et les gens qui ne retournent pas de valeurs et qui sont supposés faire des effets de bord. On en avait déjà parlé. Donc ça s'appelle les routines collectivement, et les routines, par défaut, elles sont exécutables pour tout le monde, et vous avez la possibilité d'en restreindre les appels. Et comment on fait pour restreindre les appels? Feature peut être qualifié par la liste des gens à qui vous acceptez de transférer les droits.
il y a deux individus qui sont très particuliers, il y a any et none. Alors, je ne sais pas si on vous a déjà parlé de ce que c'était qu'un treillis en mathématiques. Ce qu'on appelle un treillis en mathématiques, c'est quand tout élément ont en gros l'équivalent d'une union, si vous voulez, enfin l'équivalent d'une union et l'équivalent d'une intersection. Donc si vous pensez par exemple à l'ensemble des espaces, à l'ensemble des ensembles sur une portion d'entier, bah, avec l'union et l'intersection ensemble, vous avez ce qu'on appelle un treillis. Et dans les systèmes de typage, souvent, il y a un phénomène de treillis. Il y a par exemple chercher tous les surtypes communs entre deux individus et chercher tous les sous-types communs entre deux individus. D'accord ? Bah, en Eiffel, vous avez le suprêmum et le minimum, c'est-à-dire le type dont tout le monde dérive, il s'appelle any. Tout objet dérive d'any. Et none, celui qui est tout en bas, lui, il dérive de tout le monde. Donc ça vous fait un magnifique treillis avec une belle pointe là-haut et une belle pointe en bas. La moralité, c'est que tout le monde est instance d'any. Par conséquent, quand on donne accès à la classe any, puisque c'est transitif sur les sous-classes, vous avez donné accès à tout le monde. Et c'est la valeur par défaut. Si vous ne précisez rien, c'est sous-entendu any. Et puis none, c'est l'individu qui est tout en bas. Ce serait bottom si on faisait de la logique. Et lui, bah, le système vous garantit qu'il n'y aura jamais d'instance de cet individu. Autrement dit, vous ne donnez les droits à personne. D'accord ? C'est rigoureusement l'équivalent de private. Puis ici, vous avez des intermédiaires. Bon, voilà, un point. On va aller plus vite que Patrick. Les classes, les modules. Alors, un petit point. Dans le bouquin de Meyer, il y a quelque chose comme, j'ai oublié les chiffres exacts, mais je crois que c'est 13 types d'héritage différents. Par 13 types d'héritage, il veut dire 13 cas d'utilisation, 13 motivations pour faire de l'héritage. Là, on va parler que de quelques cas très particuliers. Mais parmi les choses qui sont discutées, il y a le cas de l'enrichissement où simplement vous prenez une classe et vous lui rajoutez des fonctionnalités supplémentaires. Mais donc vous êtes un superset, vous êtes un surensemble de la classe précédente. Ou de la substitution, là où on va avoir de l'affinage, c'est-à-dire vous avez la classe mère fournit un comportement par défaut et les classes filles fournissent un comportement plus spécifique. Ce n'est pas plus de fonctionnalités, hein, mais vous avez substitué certaines des routines qui viennent du dessus par des routines plus spécifiques à votre cas. Alors, qu'est-ce que ça donne l'héritage en Eiffel? Toujours un exemple simple ici, une classe carré. Mon carré, il a une origine et puis une largeur. Pour faire mon carré, je fais ça et mon calcul d'air, bah, il est ici. Vous remarquerez que area est une fonction qui ne prend pas, ici on l'a déclaré sans parenthèse, elle n'a pas d'argument, donc ce n'est pas la peine. Et en Eiffel, vous n'avez pas return. Je vous l'ai déjà dit, return a quand même de mauvaises propriétés. Il sert à deux choses. Il sert d'une part à dire quel est le résultat de la fonctionnelle. Deuxième chose, il casse le flow d'exécution. Il fait un goto vers la fin de la fonction. Bon, Eiffel fait partie des langages qui ont refusé d'introduire un return. Et pour annoncer le résultat d'une fonction, vous stockez dans la pseudo-variable result le résultat de la fonction. C'est très agréable et je vous invite sérieusement à considérer le fait que vos fonctions, d'essayer de n'avoir qu'un seul return, le dernier, et, enfin la dernière instruction de vos fonctions et qu'elle fasse un return result et que vous définissiez result dans le corps de vos fonctions. Je vous assure que ça amène à une certaine discipline d'écriture qui est très agréable en réalité. Et là, on voudrait spécialiser et on décrète que la classe rectangle dérive de carré. Alors, il va commencer à falloir faire des petites choses là. Puisque je suis un carré, enfin, puisque mon rectangle est un carré, il va falloir que je réutilise ma fonctionnalité, le constructeur qui me vient du dessus. Alors ici, on annonce, j'hérite de carré et je renomme make de carré en make square. D'accord? Et je vais redéfinir area. Autrement dit, c'est l'équivalent de virtual en C++. On est en train de dire area va être spécialisé. Et puis, bah, rien de bien particulier. Hein. Ici, l'instanciation. Alors, pardon. D'abord, on rajoute un attribut qui est la hauteur. L'instanciation, on prend les quatre nombres. On propage aux parents les trois dont on a besoin. On stocke ici la hauteur locale. Et puis, on met à jour le calcul d'air. Pas de questions? Qu'est-ce qu'on appelle l'héritage simple? Ben, c'est quand on ne dérive que d'une seule classe. Et qu'est-ce que c'est que l'héritage multiple? C'est quand on dérive de plusieurs classes. En Eiffel, on ne dit pas dériver, je suis désolé, c'est encore un terme du C++, on dit hériter. Mais voilà.
L'héritage multiple est beaucoup plus puissant que l'héritage simple, mais il pose plein de problèmes dont on va parler un petit peu après. Et ces problèmes, il faut bien les traiter. Et Eiffel a décidé de les prendre de plein fouet, de vraiment donner une partie complète du langage, de la consacrer à comment résoudre les conflits. Alors que le C++, quand vous avez des conflits, tant pis, vous avez des conflits. Vous ne pouvez pas lui expliquer comment vous voulez résoudre les conflits. Il faut modifier vos classes. Là, c'est différent. La classe qui est en train d'hériter de plusieurs personnes peut trouver une façon de résoudre les conflits d'héritage. Quels sont les problèmes dus à l'héritage multiple? Le numéro 1, c'est quand même le cas où vous avez un parent qui fournit une certaine primitive, mettons P, un autre parent qui fournit la même primitive P. Si C dérive de ces deux parents, qu'est-ce que ça signifie? X de P. Si X est une instance de cette classe-ci, qu'est-ce que ça signifie? Voilà le problème fondamentalement. Pour l'instant, il y a personne ne lève la main, il n'y a rien qui vous choque dans tout ce que j'ai écrit jusqu'à présent. Ouais. C'est un peu débile de devoir écrire, de renommer make square pour chaque. On verra par la suite. Disons que ça paraît verbeux. Débile, je te trouve fort, mais ça paraît. Mais verbeux, et en fait, la verbosité n'est pas un défaut, quoi. Ce qui est un problème, c'est quand tu ne sais pas lire et ne pas comprendre ce qui est écrit parce qu'il y a trop d'implicites, etc. Eiffel prend le parti de on ne va pas faire d'implicites, on va dire les choses et on va le dire d'une façon vraiment lisible. Mais c'est vrai que parfois, ça t'amène à des clauses de renommage qui peuvent être assez conséquentes. Mais au moins, tu sais ce qui se passe. Ah, quand même, un 1. Mais bon, on va continuer, parce que pour l'instant, ça n'a pas l'air de vous gêner. Alors, je ne voudrais pas vous brusquer. Alors, on est en train de proposer une classe shape dont dérive polygone, dont dérive square et dont dérive rectangle. Et par conséquent, si S est une shape, alors on a en particulier le droit de faire Q, c'est mon square, R, c'est mon rectangle. Étant donné qu'on si on part sur cette modélisation-là, ce n'est pas du ML, je me ferai flinguer par Théo, mais enfin vous avez compris ce que je voulais dire. Si vous lisez ça comme étant un héritage, un diagramme d'héritage, vous voyez bien qu'on est en train de stocker un rectangle dans un carré. Et normalement, aussi pour les Français, mais Dieu merci, on est sauvés, ça devrait faire mal, quoi. À quoi ça sert l'héritage? Parmi toutes les fonctionnalités de l'héritage, il y a celle qui consiste à pouvoir modéliser le domaine dans lequel on travaille, c'est-à-dire exprimer la fameuse relation qui s'appelle... Ça y est, vous avez swappé mob. C'est parti quelque part sur le disque. ISE. Éteint. Ah, Théo dit peut-être éteint, mais ISE, c'est la même chose en espagnol. Voilà. Donc la relation d'héritage qui dit un polygone est une figure, un cercle est une figure, un triangle est un polygone, un carré est un polygone. Et là, normalement, chez les gens bien conçus, il y a un petit arrêt cardiaque ou un temps d'hésitation qui devrait se faire. Mais un des intérêts de l'orienté objet, c'est de pouvoir justement traiter cet aspect polymorphe de je voudrais travailler sur un ensemble d'objets qui ont des traits communs, mais qui sont des spécialisations différentes, les êtres vivants, les métiers, comme Johnny Hallyday et toutes ces choses-là. L'héritage multiple, là-dedans, à quoi il sert? Il sert en revanche souvent, non pas tellement pour de la modélisation, mais plutôt pour de la contribution au code. L'héritage, le drame de l'héritage, ce pourquoi certaines personnes voudraient sa peau, il faudrait être clair. Il y a des gens qui n'attendent que la mort des langages orientés objets. C'est parce que l'héritage, derrière l'héritage, on met deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Il y a d'une part le concept de la modélisation et de la substituabilité, de dire qu'une sous-classe peut se substituer à une classe parente, et d'autre part l'import de code, qui sont deux choses complètement différentes. D'un côté, il y a une véritable problématique d'interface, je tiens à me faire passer pour, et de l'autre, il y a un problème plutôt d'implémentation. J'ai envie d'éviter des problèmes de duplication de code en récupérant du code commun entre plusieurs parties. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Et le fait qu'on ait vraiment que finalement notre langage n'offre que l'héritage pour répondre à ces deux questions différentes,
est un signe, c'est une odeur, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Si vous allez regarder Go, on peut difficilement trouver parmi les gens plus respectables, parce qu'il y a aussi les universitaires. Hein. Si vous allez regarder les gens qui travaillent sur les systèmes de typage, ils vont cracher sur les langages à objets à outrance, là, comme on dirait un concert de Faith No More. C'est vraiment, ils vont détester ça. Mais si vous allez voir aussi, pas simplement des puristes académiciens, enfin universitaires, pardon, mais si vous allez voir aussi des gens du terrain comme Rob Pike et les autres, ils vont avoir le même vocabulaire pour parler des systèmes à objets et ils vont proposer des choses autour des interfaces, la substituabilité d'interfaces. On va en parler quand on parlera de design by contract, mais c'est vraiment ça qui est important. Ok, alors, contresens, est-ce que ça c'est valide? Ça y est? Ça s'est un peu plus propagé? Il y a combien de personnes qui n'aiment pas ça? C'est quoi la bonne réponse? Il n'y a que 4 personnes? 5 personnes? Et les autres, ils sont encore en train d'essayer de retrouver le muscle d'activation du doigt, c'est ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas envie de lever la main? Levez la main. Il y en a 2, merci. Et les autres ont soit trop de fatigue, soit aucun humour, hein, et c'est impossible de vous réveiller. Je déclare forfait. Il n'y en a que 3 qui me comprennent. Merci. Bon, c'est épouvantable parce que du coup, on a un rectangle qui dérive de carré, ce qui signifie que la relation ISE est totalement violée par le fait qu'on a décidé de reposer sur l'héritage d'implémentation. En quoi c'est pas complètement débile d'avoir voulu, enfin, c'est débile, au sens où c'est un piège, d'accord? Mais qu'est-ce qui a pu pousser quelqu'un à implémenter les choses de cette façon? Ben, voici un autre exemple bien extrême. Ici, je décris la classe segment comme étant quelque chose qui dérive de points et qui agrège un autre point. Voilà, on a bien les 2 points. En tant que point, j'ai l'origine du segment et puis j'ai une deuxième extrémité pour désigner le segment. Donc ça, c'est quelqu'un qui a compris qu'il y avait une certaine valeur quand même à faire de la factorisation de code et éviter qu'il y en ait trop des choses, mais c'est quelque chose qui n'a pas compris que la factorisation n'a quand même pas légitimité à introduire des aberrations dans l'API. C'est le principe de moindre surprise. Je veux dire, il est parfaitement possible d'écrire du code qui marche avec ça. C'est parfaitement possible. On peut faire une application totale, complète, avec segments qui dérivent de points. On peut. Mais il n'empêche que c'est s'amuser à mettre des pièges devant tous les pas de vos camarades programmeurs, c'est les inviter à tomber dans le panneau et à se retrouver à écrire des choses qu'ils n'ont pas envie de dire. Donc la question n'est pas est-ce que c'est correct ou incorrect au sens où est-ce que c'est possible de s'en servir correctement? On peut s'en servir correctement. Ce n'est pas ça le reproche. Le reproche, c'est qu'on peut s'en servir incorrectement. Et il s'agit, quand on fait du développement logiciel, d'essayer de faire en sorte que personne ne se retrouve à avoir des accidents sémantiques du genre « je stocke un segment à l'intérieur d'un point ». La bonne implémentation, vous le savez bien, hein, c'est d'agréger 2 extrémités pour mon segment, bien évidemment. Donc, de ce point de vue-là, on est frappé de plein fouet par un phénomène qui est que l'héritage, comme je l'ai dit, qui sert à la factorisation de code, mais auquel cas l'héritage multiple est indispensable. Après tout, si vous avez du code oblique droit, oblique gauche, et que B, il a les 2, la bonne factorisation, ce serait de faire quelque chose comme ça. Si vous voulez vraiment utiliser l'héritage pour faire de la factorisation de code, l'héritage multiple vient évidemment assez rapidement. Il suffit d'imaginer des objets qui, d'une part, ont une réalité graphique, d'autre part, je ne sais pas, ils participent à une interface, une autre, ils sont sérialisables, par exemple. Enfin, voilà, dès que vos objets commencent à avoir plusieurs capacités, vous avez envie d'agréger du code qui vient de plusieurs endroits. Et de ce point de vue-là, l'héritage simple ne marche pas. On a vu qu'on pouvait, on a des clauses qui permettent de renommer certaines fonctions, comme ce qu'on fait ici. Là, c'est pareil que pour l'instanciation. Hein. Là, enfin, c'est l'instanciation d'ailleurs. C'est pour appeler des routines qui viennent d'ailleurs. Là, on importe, c'est un exemple où on importe du code qui vient de la classe pushButton et on importe la classe colors. Il n'y a pas de namespace en FL. Si vous voulez récupérer des composants, c'est l'héritage qui vous apporte le code dans votre environnement. Héritage multiple, l'exemple de Patrick que j'aime beaucoup. Vous avez un téléphone qui a une méthode décrochée et puis vous avez un objet mural qui a une méthode décrochée et vous voulez parler d'un téléphone mural. D'accord? Ça veut dire quoi décrocher un téléphone mural?
Voilà, on va y réfléchir dans un instant. La recherche dynamique de méthode, vous savez ce que c'est, ça parle de virtual avec du vocabulaire Eiffel, mais on a une méthode draw et puis un port graphique qui s'appelle G ici. Comment on va implémenter ça? Vous connaissez, c'est la méthode la plus basse qui sera appelée, à condition qu'on ait déclaré redefine draw. Donc ici, ce que représente ce dessin, c'est que vous avez une méthode square qui déclare une fonction draw, et draw est déclaré de façon normale. Il n'y a pas un truc du genre marqué virtual devant ou quoi que ce soit. C'est la classe qui est en dessous, rectangle, elle est encore là, elle. Donc rectangle qui est en dessous de square, elle déclare qu'elle a une méthode draw, mais en plus elle affirme qu'elle redefine draw qui vient du dessus. D'accord? Il n'y a pas de virtual qui se propage automatiquement vers le bas, si vous voulez. En Eiffel, c'est à chaque fois que vous mettez une classe, il va falloir dire « je suis en train de spécialiser telle routine qui me vient du dessus ». D'accord? Plutôt que rectangle qui dérive de square, on voudrait quoi? Square qui dérive de rectangle? Tout le monde est d'accord? Ok, on en reparlera. La recherche dynamique de méthode, vous savez ce que c'est on va chercher l'objet le plus spécialisé. Donc on va chercher l'individu qui est le plus en dessous, toujours, en suivant les redefine, mais ça marche aussi pour les attributs. Vous pouvez faire du redefine sur les attributs. Bon, ça, on l'a déjà dit. Les classes abstraites, c'est les classes retardées, deferred ici, où là, vous annoncez, c'est comme ça qu'ils appellent les classes retardées, les classes abstraites en Eiffel. Donc ici, vous annoncez que votre classe a une méthode retardée et charge à toutes les sous-classes instanciables de la définir. On ne peut évidemment pas les instancier. Si votre classe a un attribut qui est deferred, évidemment, la classe elle-même est deferred. Bon, vous savez tout ça. À quoi ça sert l'orienté objet? Bon, vous savez bien, c'est pour éviter de devoir faire du case sur le type. Ça, vous le savez. On va sauter. Voilà. L'héritage multiple. Revenons à téléphone mural. Devant des choses comme ça, ou devant les clauses d'héritage multiple en C++, si vous allez regarder les coding styles de certains groupes, Google par exemple, si vous allez regarder les coding styles de sociétés un petit peu costauds qui savent ce que c'est que de faire du C++, vous verrez qu'ils interdisent l'héritage multiple. L'héritage multiple est en règle générale interdit d'utilisation quand on fait du C++ dans les grosses boîtes. Et la raison, c'est pas que l'héritage multiple c'est mal, c'est que l'héritage multiple en C++ c'est pénible. D'accord? Mais on va regarder ce qu'il y a de spécifique dans Eiffel pour essayer de traiter ce problème d'une façon différente de ce que fait le C++. Mais vraiment, de ce point de vue-là, enfin, vous avez déjà regardé l'héritage quand vous mettez virtual comme pour dériver virtuellement d'une classe ou des choses comme ça? Enfin, ça peut rapidement devenir assez cochon de vouloir faire des choses comme ça en C++. Donc voilà, les réactions face à l'héritage multiple, il y en a plusieurs. Hein. Des gens comme Java, Smalltalk, Ada, ils disent il n'y en a pas. Bon, Smalltalk c'est spécial, ils étaient avant tout le monde, mais les autres de dire on interdit l'héritage multiple, avec quand même l'idée que oui, mais on a besoin d'interface et c'est quelque chose de différent, et ils ont bien raison. Choisir une stratégie hard-codée sur comment on va pouvoir faire les résolutions de conflits et c'est hard-codé dans la norme, donc dans le compilateur, et l'utilisateur n'a qu'à bien se tenir. Ça, c'est la solution du C++. Et la solution d'Eiffel, c'est de dire l'utilisateur il va devoir nous dire ce qu'il veut dire. Et c'est le cas d'Eiffel. Au moins, il y a deux cas, et peut-être plus, mais il y a quand même deux cas qui posent absolument aucun problème. C'est imaginer un héritage en diamant où il n'y a pas de spécialisation de P ni là ni là. Évidemment, savoir ce que c'est que P dans la classe D ne pose aucune difficulté, c'est bien lui, il n'y en a qu'un. On ne va pas commencer à s'inventer des problèmes qui n'existent pas. Mais quand même, ça veut dire que le compilateur doit comprendre que c'est le même individu. C'est du travail. Et ici, si on dérive de deux classes abstraites, il n'y aura pas non plus de conflit sur la sémantique de P dans la classe qui dérive de ces deux individus. Qu'est-ce que c'est qu'une clause d'adaptation à héritage en Eiffel? Ça va nous permettre de renommer les primitives héritées. Renommer. Donc ça veut dire que
vous pouvez avoir une classe shape qui annonce draw, et en dessous carré qui annonce afficher ou display. Vous réfléchissez à ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, 2 fois la même fonction sous 2 noms différents. Non, il ne va pas y avoir 2 fois la même fonction sous 2 noms différents, non. Ou peut-être que si, ça dépend ce que tu veux dire. Mais donc vous avez shape avec draw, et bien en dessous vous avez, je ne sais plus ce que j'ai dit, carré, square, avec display. Quand votre carré est dans une figure et que vous appelez draw, ça doit appeler quelle routine? À votre avis? Vous avez envie que ça appelle quoi? On voudrait que ça appelle display, non? En fait, si vous y réfléchissez bien, tous les langages orientés objets que vous connaissez, ou en tout cas ceux que je crois que vous connaissez, j'ai peut-être tort, il faudra que quelqu'un me détrompe, font qu'il y a nécessité, quand une sous-classe dérive d'une classe de base, de préserver les noms des routines sur lesquelles on va faire de la spécialisation. C'est obligatoire. En C++, si vous avez une classe shape avec virtual draw, en dessous, il faut virtual draw. Et vous ne pouvez pas décider de l'appeler display. D'accord? Et après tout, pourquoi on ne pourrait pas l'appeler display? Si l'objet qui est en dessous, il me sert également de façade. Par exemple, prenez le cas de stack. Vous savez bien que std stack dans STL, ce n'est pas une structure de données. C'est un type de données. C'est différent. C'est un wrapper. C'est un type abstrait de données, je veux dire. Il vous propose une certaine interface, push, pop, size et des trucs comme ça. Il vous propose une certaine interface, mais il n'est pas implémenté. En réalité, il délègue ou il emballe typiquement un deck ou un vecteur derrière. Vous êtes d'accord avec ça? Une stack, en réalité, tout le travail est fait par le vecteur qui est derrière, et stack ne fait que emballer cette chose-là. En C++, il faut distinguer les structures de données comme vecteurs et les types abstraits de données, comme stdstack ou comme stddq. Ou stdq, excusez-moi, stdq. D'accord? Qui, eux, sont là pour vous fournir une certaine API, et ils ne sont pas une structure de données au sens où ils ne sont pas là. Ce n'est pas une liste, une file d'attente, ce n'est pas une liste, ce n'est pas un vecteur, c'est autre chose. Une stack, ce n'est pas un vecteur, ce n'est pas non plus une liste, mais il n'empêche que on peut les voir comme étant une vue autour de ce vecteur ou autour de cette liste. Donc ça, c'est les types abstraits de données d'un côté et les structures de données de l'autre. Deux choses qui sont différentes. Ben, vous pourriez très bien avoir que votre modélisation fournisse certains composants vus comme étant des types abstraits de données, avec une certaine interface que vous voulez fournir à l'utilisateur. Et ma foi, si vous voulez fournir display pour carré à votre utilisateur, appelez-le display. Si c'est une pièce particulièrement importante de votre modélisation et que vous voulez qu'il puisse faire un display sur le carré, pourquoi pas? Toujours est-il que ce carré, il annonce également une certaine filiation avec la classe shape, et il doit se conformer au contrat de shape. Et si shape annonce que je fournis et tu dois fournir draw, il faut que carré puisse dire ce que toi tu appelles draw, moi je l'appelle display. Et vous voyez, du coup, on se retrouve avec un concept qui est assez séduisant, qui est que dans un langage à objet comme C++, l'héritage, c'est vraiment quelque chose au niveau des classes. J'ai shape, j'ai rectangle, j'ai carré. C'est vraiment au niveau des classes que ça se passe. Du côté des fels, c'est un petit peu différent. Vous avez aussi un héritage, pratiquement un diagramme d'héritage que vous pourriez avoir envie de regarder au niveau des méthodes. Ma méthode, ici, elle s'appelle draw, ici, elle s'appelle display, là, elle s'appelle show, et ça n'a pas d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est de savoir que ce que carré appelle display correspond à draw de shape, et ainsi de suite. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous avez une variable de type carré, le contrat, quand vous êtes en train de manipuler un objet, c'est toujours celui de la variable qui détient l'objet. Vous savez bien que dans la programmation orientée objet, il y a le type du contenant et le type du contenu. Celui qui fournit l'implémentation, c'est le contenu. Celui qui fournit l'API, l'interface, c'est le contenant. Donc si vous avez un contenant de type carré et que vous faites display dessus
s'il se trouve que votre contenu est également du carré, ça va appeler le display. Si votre contenant c'est du shape et que dedans c'est du carré, bah, vous faites draw là-haut, mais draw va attaquer display. Bon, là, je pense que je l'ai dit au moins 3 fois de façon différente, tout le monde a compris ce que j'ai dit. Donc voilà, vous avez la possibilité de renommer, vous avez la possibilité de changer la visibilité, vous avez le droit de dédéfinir. Des gens qui étaient concrets, vous les rendez à nouveau abstraits. Vous pouvez redéfinir, c'est-à-dire affiner certaines des primitives. Et les clauses de sélection, ben, on va voir, c'est quand on a plusieurs copies ou des choses comme ça, dire laquelle on veut retenir. Ma classe carré, ici, ben, on a une clause de renommage. Je renomme make en make shared, on en a déjà vu. Et ici, une façon de résoudre le conflit qu'on a entre décrocher un téléphone et décrocher un objet mural, c'est de dire je vais renommer décrocher en décrocher du mur. D'accord? C'est tout bête, mais c'est quand même quelque chose que vous pouvez faire dans un langage comme le C++. Ici, plus encore, tout à l'heure, là, si vous regardez le code qui est ici, on renomme make en make shape. Mais il n'empêche qu'on est dans une clause qui fait que make shape est une méthode publique de Square, ce qui est complètement idiot. Il n'y a pas de raison qu'on puisse faire make shape avec un objet Square. Donc ici, on précise en plus que oui, mais je le rends privé. Cet attribut n'est plus disponible à l'extérieur de la classe. Ici, on spécialise draw. On affirme que draw est une spécialisation de la version qui vient de Square. Et puis, alors là, dans le cas qui est ici, redefine, ça veut dire que quand je suis en train d'implémenter la méthode P, je spécialise P qui est annoncée de A, je vais écrire ma routine P tout entière à partir from scratch dans B. Ici, quand vous avez vos clauses de renommage, ça va vous permettre pour implémenter P, pour remplir le contrat de A, d'accord, vous allez pouvoir utiliser la version P de A en l'appelant P de A. C'est ici en C++, si vous aviez à faire des choses comme ça, il faudrait qualifier avec 2 points pour dire je vais récupérer la routine qui vient de ma surclasse. Voilà. Et si vous voulez renommer et spécialiser, eh bien, vous répétez l'héritage. En Eiffel, c'est quelque chose d'assez amusant. Vous avez les clauses d'héritage répétées. Vous pouvez hériter plusieurs fois d'une classe, une fois pour lui voler son code et puis une fois pour voler son API et pour préciser ce que vous voulez faire autour. C'est comme ça que c'est tout à fait normal de faire de l'héritage répété en Eiffel. Il y a un truc qui s'appelle précurseur qui permet de simplifier tout ça et puis il faudrait que j'écrive les transparents. Mais il suffit que je vous dise ce qui est précurseur et c'est bon, vous aurez compris qu'il y a l'équivalent de super en Java si vous voulez pour rendre plus simple, pour alléger l'écriture de ce genre de choses. Bon, les clauses de sélection, ça y est, je vous ai déjà tout raconté en fait. Undefined, ça va vous permettre de dire je ne veux plus garder cette méthode-là, je la rends à nouveau abstraite. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions sur l'orienté objet? Non? Théo aurait été fâché si ça avait été le cas. Les routines. Vous avez quelque chose qui s'appelle frozen, qui signifie qu'on n'a plus le droit de le remplacer en dessous. Frozen, aujourd'hui, on dirait comment? Ouais, on dirait final, quoi. Mais Frozen, il doit avoir 30 ans. Final, il doit dater de Java, je ne sais pas combien, mais c'est quand même beaucoup plus récent. Mais ça veut dire exactement la même chose. Et là, vous êtes dans la classe Any. C'est quand même une des classes de base. Et le compilateur et la runtime du langage reposent sur le fait que tous les objets aient un certain nombre de méthodes qui doivent avoir un comportement bien particulier. Et parmi les méthodes sur lesquelles le système veut pouvoir reposer, il y a tout simplement le test d'égalité. Cela dit, vous avez aussi envie de spécialiser votre test d'égalité. Bon, comment c'est résolu? Par le fait qu'il y a 2 is-equal. Il y a is-equal standard qui est frozen, vous n'avez pas le droit d'y toucher, et comme ça le système connaît exactement la sémantique de cette routine et il peut reposer dessus. Mais, je suis désolé, mais vous-même, vous pouvez, si vous voulez spécialiser le comportement pour la partie utilisateur, ce sera is-equal qu'il faudra utiliser. Ça fait un petit peu de redondance. Bon, en Eiffel, si vous voulez avoir 2 routines qui ont exactement le même code, vous pouvez aussi écrire les choses comme ça pour éviter la duplication de code. Même si ici, ce n'était pas de la duplication de code, c'est assez allégé, mais quand même, c'est une forme de redondance.
Les méthodes once, qui sont des méthodes qui garantissent le fait que leur code ne sera exécuté qu'une seule fois. C'est par exemple, si vous voulez initialiser, vous avez un objet communicant et vous voulez qu'il envoie un message, bah, il faudrait que la communication soit établie. Alors, plutôt que de dire si la communication n'a pas été établie, établir la communication, vous pourriez en effet dire j'initialise la communication et votre initialize communication est une routine once. C'est le système qui se débrouillera pour qu'il n'y ait qu'une seule initialisation, même si c'est multithreadé. Ce genre de fonctionnalité est d'ailleurs assez pratique pour pouvoir faire la mémoire globale. Si vous voulez partager des données, c'est des singletons. Hein. On en a discuté avec certains d'entre vous sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Bon, ça c'est un autre débat. Mais si vous vouliez partager de la mémoire en Eiffel, comment on fait ça? Vous faites un objet global memory, certains appelleraient ça environnement, dans lequel vous mettez toutes les choses que vous voulez partager. Et ensuite, tous les gens qui veulent s'abonner à ce bloc de mémoire, ils se donnent une fonction memory qui est déclarée once et qui instancie le bloc de mémoire. C'est comme ça que vous auriez la garantie de pouvoir partager l'accès à global memory entre différentes classes qui dériveraient toutes de memory access. Les types sont tous des types références, on passe par des indirections. Vos objets ils sont toujours à l'extrémité. Et ça, vous savez bien qu'un langage qui passe systématiquement par des indirections, c'est un langage qui est bon pour... Un langage où tout est indirection, c'est un langage qui est bon pour... Pas les perfs, donc c'est un langage qui est bon pour la poubelle. C'est un langage qui est bon pour la poubelle. Un langage qui manipule les entiers par des indirections, c'est un langage qui est bon pour la poubelle. Il n'y a personne qui va vouloir utiliser des trucs comme ça. D'où la chose magnifique que vous avez en Java, des int et puis des integers, ou je ne sais plus quoi, des petits int et des grands int, etc. Java ne pouvait pas faire l'impasse. Vous pouvez essayer, mais juste ça ne marche pas. C'est absolument désastreux pour les performances. Et si vous avez un peu l'espoir un jour d'être utilisable en milieu industriel, vous ne pouvez pas reposer 100% sur les indirections. C'est beaucoup trop coûteux. Eiffel, évidemment, les entiers, il n'est pas question de les manipuler par indirection. Ça ruine tout. Imaginez un traitement d'image où chaque pixel est un pointeur vers un entier, quoi. Vous voyez le désastre. C'est juste pas imaginable, c'est pas possible. Cela dit, Eiffel est aussi un langage dans lequel on tient à ce qu'il y ait une pure homogénéité et que tout le monde soit traité de la même façon. De ce point de vue-là, Java, c'est plutôt un échec. Les types atomiques, enfin atomiques, c'est pas le bon terme, mais les types basiques comme int et booléen, etc., qui ne sont pas des vrais objets, ils échappent à la sémantique générale du langage. Ce sont des gens bizarres, ils sont à part. Vous êtes d'accord avec ça? Ils ne se comportent pas pareil, ils n'ont pas la même syntaxe, ils sont vraiment différents. En Eiffel, toutes les classes sont de la même façon, ont le même statut, mais il y a un certain mot-clé qui s'appelle expanded qui dit « et maintenant tu ne me manipules pas par indirection ». Tu ne me manipules pas par indirection. Donc si vous déclarez votre rectangle comme ceci, vous avez, comme on l'a annoncé, un handle qui pointe vers la zone mémoire proprement dite du rectangle. Si en revanche vous l'avez annoncé expanded, voilà, c'est fini. Avec tous les problèmes que vous connaissez. Et vous pouvez aussi introduire une classe, mettons, iRectangle, pour dire que c'est un rectangle expanded. Bon, ben voilà. Maintenant, j'imagine que vous devinez comment sont implémentés les entiers en Eiffel. C'est une vraie classe. Je crois que ça s'appelle integer ref. C'est une vraie classe dont vous pouvez dériver avec des méthodes, etc. Mais ce n'est pas celle qu'on vous invite à utiliser. Il y a une classe integer ref expanded qui s'appelle integer et ce sont les integers que vous manipulez. Mais donc il n'y a pas de trou dans le langage. Il n'y a pas des gens qui sont différents, c'est juste qu'il y a des gens qui sont prédéclarés comme étant expanded et les autres qui ne le sont pas. Les types ancrés. Un problème bien connu de l'orienté objet là. Copy and move. D'accord? On est dans la classe shape. Copy and move prend des coordonnées de destination. Et donc j'ai un certain objet et je veux récupérer cet objet comme étant ailleurs. Je veux avoir une copie de cet objet qui est posé ailleurs. Quel est le problème que vous avez quand vous implémentez un truc comme ça? Si vous faites ça, quel est le problème? Expliquez-moi un peu.
Qu'est-ce qui chiffonne un peu l'utilisateur si vous avez une fonction copy and move? Ou si vous préférez, une fonction clone. Hein, c'est la même problématique. Peut-être que Théo vous a parlé de clone déjà? Regardez bien sa signature. Copy and move prend une shape et me retourne une shape. D'accord? Et c'est quelque chose qui est à disposition sur tous les gens qui sont en dessous. Hein? On perd le type sur lequel on est en train de travailler. Si je suis en train de faire copy and move d'un square, je récupère shape. C'est très désagréable. On n'a pas du tout envie de ça. Ici, on a envie que le type de retour suive, soit dans la même direction que la spécialisation quand je descends. On a envie que le type shape, quand je descends copy and move dans square, il est quel type? Square. Comment ça s'appelle quand un certain type varie dans la même direction que l'héritage? Ça s'appelle la covariance. Ça parle à personne, ça? Théo vous a certainement parlé de co- et contravariance. La covariance, c'est quand vous spécialisez dans le sens de la spécialisation, et la contravariance, c'est quand vous généralisez dans le sens de la spécialisation. D'accord? Alors, est-ce que la covariance est quelque chose de légitime en descendant, ou c'est la contravariance du résultat qui devrait être légitime? Oubliez ça. Oubliez ça complètement. C'est pas une aide. Ma question est vraiment la suivante. Vous avez une fonction foo. Vraiment, on se moque de savoir ce qu'elle implémente pour de vrai. Hein. Vous avez une fonction foo qui est virtuelle dans une hiérarchie. Quand vous descendez dans la hiérarchie, le type que retourne foo, il devrait avoir le droit d'être de plus en plus spécifique, ou ce que retourne foo aurait le droit d'être de plus en plus général. Là, il y a une réponse intelligente et une qui ne l'est pas. Et puis plein d'autres qui n'ont aucun sens non plus. Mais alors, quelle est la bonne réponse? Qui pense qu'en descendant, j'ai le droit de retourner des résultats plus spécifiques, à la main? Qui pense qu'en descendant, j'ai le droit de retourner des résultats plus généraux, à la main? Vous avez l'air d'être moins nombreux, mais d'un autre côté, il y a aussi beaucoup d'abstentionnistes. Ok. Je vous ai posé la question en vous demandant quel était votre avis. Pas pour que vous réfléchissiez à quels sont vos désirs, mais pour que vous réfléchissiez vraiment à mais qu'est-ce que je peux utiliser comme connaissance que j'ai pour savoir laquelle des deux est la bonne. En réfléchissant bien et en réfléchissant correctement, il y a une seule réponse qui est évidemment la bonne. Une seule réponse qui est évidemment la bonne. Vous avez une classe mère et vous avez une classe fille. Vous avez une méthode foo là-haut et une méthode spécialisée foo en dessous. D'accord? Ce qui est important pour foo fille, c'est que par moment, foo fille est appelé avec l'interface mère. C'est quand même ça l'orienté objet. Vous avez une classe probablement abstraite ou pas d'ailleurs, concrète. Théo ne serait pas content qu'on ait un instance qu'on dérive d'une concrète, mais qu'importe. J'ai une classe mère qui fournit la méthode foo. J'ai la classe fille qui fournit la méthode foo. Je peux très bien avoir une variable mère qui au runtime contienne un individu fille. Et quand j'appelle foo, je suis clairement en train d'appeler l'interface mère. Vous êtes d'accord? C'est un principe très fort qu'il faut avoir en tête. C'est que quand on a une clause d'héritage, les fonctions spécialisées, à un moment donné, elles sont appelables avec le contrat du dessus. Ça, c'est clair pour tout le monde? Bon, à partir du moment où vous avez ça en tête, il y a une seule des deux réponses qui est évidemment la bonne. Si la mère s'attend à ce que le résultat il soit grand comme ça, la fille, elle a le droit de retourner un truc grand comme ça ou grand comme ça? Bah, évidemment, si on a garanti une réponse entre 1 et 100 au niveau de la mère, la fille, elle n'a pas le droit de sortir du 1 et 100. Si elle veut, elle répond entre 50 et 60, pas de problème, plus spécifique. Mais il est hors de question de répondre en dehors du domaine
sur lequel le contrat a été établi au niveau du type parent. D'accord? Donc, là maintenant, ça devrait être clair pour tout le monde. Sur le type de retour d'une fonction, en descendant, on a le droit à la contravariance, à l'invariance ou à la covariance. Covariance, c'est quand on descend, on spécialise aussi. Contravariance, c'est quand on descend, on généralise le résultat. Et invariance, c'est tu touches pas. C'est pareil à tous les étages. Covariance. Sur le type de retour, vous voulez de la covariance. Bah ici, vous n'avez pas de la covariance. Ici, tel que les choses sont écrites, c'est très exactement de l'invariance. Eiffel vous propose like current ou like x. D'accord? Si ici, current, ça là, avec un accent C++, ça se dirait this. Ça se dirait this. Aucun rapport avec template. Current, c'est la façon, c'est comme ça qu'en Eiffel, on parle de this, l'objet courant. Donc ici, si vous écriviez au lieu de shape, vous auriez écrit like current. Vous aviez une méthode qui, cette fois-ci, est covariante sur l'argument du type de retour. D'accord? Like this, like x, pardon, ce serait pour dire j'ai le même type que tel argument dans la signature de ma routine. En C++, vous avez le droit à quoi sur les arguments? Type de retour? Est-ce que vous avez le droit à la covariance ou pas? Hein? Non, vous avez le droit à la covariance. Sur le type de retour, vous avez le droit à la covariance. Alors, en Eiffel, les types génériques, on les a déjà montrés en plus. Ça s'écrit comme ceci, hein, votre classe est paramétrée ici par coordinate et vous pouvez vous servir de coordinate bien évidemment. Et à l'instanciation, c'est juste que shape va être paramétré par integer ici. Si vous voulez forcer un certain type de coordonnées, que par exemple ça doit absolument remplir un certain contrat qui je veux les opérations arithmétiques, eh bien déclarer une classe abstraite, par exemple numérique, ça marche plutôt bien, qui signifie que vous allez avoir les opérations arithmétiques bien connues. Donc maintenant, cette fois-ci, vous pouvez correctement reposer sur le fait qu'il y ait des plus et des moins, etc. pour pouvoir faire vos moves à l'intérieur de shape. Et si jamais les contrats, si jamais l'API n'est pas disponible, ce sera vraiment le code d'instanciation qui va se faire gronder et non pas comme en C++, le moment où vous appelez la routine qui ne va pas bien. Les exceptions, bon, vous connaissez les exceptions. À quoi ça ressemble les exceptions? C'est rise. D'accord? Et maintenant, les clauses, si jamais vous n'attrapez pas vos exceptions, voilà, ça fait un message, vous en doutez. Et vous avez des clauses rescue pour rattraper les exceptions. Et puis, ma foi, il y a un truc qui est assez marrant, je l'ai vu nulle part ailleurs. Dans une clause rescue, vous pouvez dire, ah bah retry, tiens, ça n'a pas marché la première fois, essaye à nouveau. Oui. À propos de la covariance, quand la classe qui hérite, si j'ai une classe A et j'ai une classe B qui hérite de la classe A, et que dans la classe A j'ai une méthode qui retourne du C, et que dans la classe B j'ai envie de retourner autre chose, mais est-ce que cette autre chose hérite forcément de C, c'est-à-dire le type de retour abstrait? Ouais. Parce que sur Wikipédia ils disent this usually implies que c'est un return type qui hérite du truc. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres cas où c'est pas un... Ah non, je ne connais pas d'autres cas que la covariance, c'est l'héritage. Pour le C++, il n'y a pas d'autres types de... Par exemple, ça ne marcherait pas... on pourrait y penser, mais la relation entre double et float, par exemple, ne marche pas. Donc c'est vraiment de l'héritage. Hein. C'est uniquement de l'héritage pour la covariance. C'est uniquement lié à l'héritage. Tout le monde connaît l'histoire du... C'est quoi? C'est un mécanicien, un chimiste et un informaticien dans une voiture et la voiture cale et elle ne redémarre pas? Non, ça vous dit rien ça? Donc on essaye de la démarrer et vu le bruit, il y a le mécanicien qui dit oula, il y a un problème avec les engrenages, moi je propose qu'on aille regarder et il y a certainement des pièces qu'il faut améliorer. Le chimiste dit non, 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 là, à mon avis, vu le bruit que ça fait, c'est la batterie qui est un petit peu faible, on va y remettre un petit peu de liquide et ça va redémarrer. Informaticien, bon, moi je propose qu'on descende de la voiture, on ferme la voiture, on rouvre la voiture, on remonte dedans et on redémarre et on regarde si ça marche. Voilà.
Vous pouvez tester la nature des exceptions dans la clause rescue, si c'est une exception lancée par le développeur, si le type de l'exception c'est ça, blablabla. Enfin bref, toutes ces choses-là. Il y a un GC dans FL, donc vous ne faites pas de delete. Hein. Mais ce n'est pas parce que vous ne faites pas de delete qu'il ne faut pas gérer un petit peu la mémoire. Il y a des moments où il faut bien dire « et je relâche cet objet, j'en ai plus besoin » et de dire que vous relâchez null pointer, si vous voulez, ça s'écrit void. En FL. Vous avez l'affectation conditionnelle, point d'interrogation, 2 points, c'est l'équivalent d'un dynamic cast. Si jamais j'ai le droit de stocker P dans, Q dans P, eh ben, je récupère P qui est une vraie valeur, sinon P se retrouve avec null pointer. Il y a de la sérialisation automatique avec Storable, vivement qu'on ait ça en C++. Vous avez une interface d'appel avec le C, bien entendu. Et puis, la dernière chose qui est vraiment intéressante et qui est le plus bel héritage qu'ait laissé FL en matière de programmation orientée objet, c'est la programmation contractuelle. Donc, on va en reparler. Alors, d'abord, un petit point sur le vocabulaire. Tout repose sur l'idée qu'il y a une relation entre un client et un fournisseur. Le client, c'est celui qui fait l'appel et le fournisseur, c'est celui qui répond à l'appel. D'accord ? Et donc, si, imaginez, vous avez une classe C, pouf, pouf. Enfin, oubliez les deux premiers cas parce que c'est les moins évidents. Le cas typique de la relation client-fournisseur, c'est vous avez une certaine classe qui invoque une méthode sur une autre classe. Voilà, c'est le truc typique. Client, c'est l'appelant, fournisseur, c'est l'appelé. Après, il y a des relations un petit peu plus subtiles de client-serveur, mais client-fournisseur, pardon, mais qui sont quand même là. C'est si vous avez une classe qui hérite d'une autre classe. Alors évidemment, la classe qui est en dessous, elle est cliente de la classe qui est au-dessus parce qu'elle va utiliser ces services. Donc il y a une relation client-fournisseur qui est peut-être un petit peu discrète par rapport à d'habitude. Au même titre que si vous avez une classe qui agrège un attribut de type F, bah, c'est cliente de la classe F, puisqu'elle va récupérer les services qui nous viennent de cette classe. D'accord ? Donc voilà ce qu'on appelle client-fournisseur en FL. Qu'est-ce que c'est que les contrats ? Bah, ça va être une forme d'assertion à une place particulière dans le code, qui va être avant tout, les trucs les plus importants, c'est les pré- et les post-conditions. Le contrat, c'est les pré- et post-conditions. Les préconditions, c'est ce que les arguments qu'on vous donne doivent vérifier comme propriété. Par exemple, square root pourrait, enfin non, pas pourrait. Square root exige qu'on lui donne en entier quelqu'un qui est positif. C'est sa précondition. Il y a certains membres du LRDE qui sont allés en Islande, là. Et la tradition au labo, c'est quand on va quelque part, de ramener des bonbons du coin. Et voilà, en Islande, parmi les bonbons, il y a des morceaux de poisson séché. Et puis des espèces de réglisses. Quand vous les mangez, ils ont déjà un goût un peu surprenant. Mais là, avec le café, honnêtement, ça a un goût poulet barbecue assez marqué. Pour un café, c'est pas mal. Donc si jamais je fais une drôle de tête, c'est pas à cause de vous, c'est à cause du poulet dans mon café. Bien. Aujourd'hui, on lit ça. On lit ça. Enfin, quand je dis on, comme d'hab, hein, c'est... Non, conception et programmation orientée objet. Ça parle à personne ? Une personne, bien. Bon, je vais vous lire quelques morceaux choisis. Rassurez-vous, vous pouvez ranger vos sandwichs et vos sacs de couchage, on ne va pas tout faire maintenant. Mais voilà, je trouvais que c'est un Français. C'est un Français qui est l'auteur de ce bouquin, qui est réellement considéré comme une Bible dans son domaine. Bon, il faut comprendre pourquoi on met le mot Bible, hein, c'est pas forcément... Enfin, le contenu fait quand même référence, même s'il est un petit peu dépassé, mais disons qu'il y a une certaine convention stylistique dans la façon dont le livre est écrit, et je voudrais partager ça avec vous. Né dans le bleu glacé des fjords de la Norvège, amplifié par une incompréhensible aberration des courants sous-marins, près des côtes quelque peu grisâtres du Pacifique californien,
considéré comme certains comme un typhon, par d'autres comme un tsunami, et par d'autres encore comme une tempête dans une tasse de thé, une vague de fond vient de déferler sur les rives du monde informatique. Objet est le terme à la mode, venu concurrencer et souvent remplacer structuré, dans le rôle de synonyme haute technologie de bel et bon. Comme il est de règle en pareil cas, le terme n'a pas le même sens pour tous ceux qui l'emploient. Tout aussi inévitable est la réaction en 3 temps qui menace l'introduction d'un nouveau principe méthodologique. Premièrement, c'est trivial. Deuxièmement, ça ne peut pas marcher. Troisièmement, ouais, c'est toujours ainsi que j'ai travaillé. Ordre variable selon l'individu. Mettons tout de suite les choses au net, de peur que le lecteur, un seul instant, soupçonne l'auteur de la moindre timidité vis-à-vis de son propre sujet. Je ne considère pas la technologie objet comme une mode passagère. Je pense qu'elle est loin d'être triviale, tout en m'étant bien sûr efforcé de la rendre aussi limpide que j'ai pu. Je sais qu'elle marche et je suis convaincu qu'elle est non seulement différente des techniques qui dominent la pratique du logiciel, y compris certains des principes encore enseignés par des manuels universitaires, mais dans une certaine mesure incompatible avec elle. Bla 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 bla. Bref, c'est assez long. L'intro est sympa. Et puis, voilà, le principe du bouquin, c'est qu'il va discuter avec vous, lecteur, il va discuter avec vous de qu'est-ce que c'est que la programmation orientée objet, en réfléchissant vraiment aux vertus de ce que c'est que la programmation orientée objet. Et puis, ben, forcément, comme c'est un bouquin qui parle de programmation et de conception, il va bien falloir écrire des programmes. Et il n'y a pas de langage. Ou plus exactement, il y a ce qu'il appelle une notation, qui est construite au fur et à mesure du livre, et il discute avec vous, lecteur. Alors, tu l'écrirais comment? C'est quoi ta syntaxe? Et voilà, en fait, c'est un livre dont vous êtes le héros, sachant qu'il ne vous demande pas de lancer des dés pour décider de la syntaxe que vous allez utiliser et tout ça. Il a quand même une petite idée, et tout le bouquin est construit donc autour de ce dialogue. Alors, excusez-moi, je cherche la conclusion du bouquin, qui n'est pas tout à fait à la fin parce qu'il y a des appendices. Bon, cela dit, il y a quand même un truc qui s'appelle la table des matières. Ça peut servir. Alors, enseigner la méthode, appliquer la méthode, épilogue, 1129. C'est quand même en page 1129. Voilà. Épilogue. Le langage dévoilé. Cherchant avec enthousiasme à résoudre certains des problèmes les plus critiques du génie logiciel, ce livre a élaboré une méthode ambitieuse de développement de systèmes de qualité. Puisqu'aucune méthode n'existe sans notation, il nous a fallu concevoir au fur et à mesure de l'apprentissage des divers composants de la construction logicielle orientée objet, ce qui est finalement devenu un langage complet d'analyse, de spécification, de conception, d'implémentation, de maintenance et de documentation logicielle. Cependant, plutôt que de dévoiler dès la première page le nom du langage que nous allions utiliser, vous avez été invité à participer, en compagnie de l'auteur, au développement de la notation, chapitre après chapitre, notion après notion, construction après construction. Et ce langage est resté jusqu'à présent sans nom. Pourquoi? Les raisons en ont été esquissées dès la préface, mais ont peut-être besoin d'être totalement dévoilées. D'abord, j'espère que bla 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 bla. On va aller jusqu'à la fin quand même. À moins que... Qui a compris de quoi on parlait pour l'instant? Le nom, qui n'est cité qu'une seule fois dans le bouquin. C'est un bouquin d'apprentissage d'un langage de programmation où le nom du langage n'est écrit qu'une seule fois. C'est le dernier mot de la conclusion. Toujours pas? C++, non. C'est l'auteur du langage qui parle. Et Sourstrup n'écrit pas très bien en français. Ah. En fait, non, c'est poisson séché au café. Je suis désolé. Alors, les conventions littéraires ont une fin et le temps est donc venu, au crépuscule de notre longue exploration des beautés de la construction logicielle orientée objet, et après avoir remercié le lecteur d'avoir patiemment supporté tout au long de ces pages l'illusion pédagogique d'un langage anonyme, le moment est donc venu de lever le très léger voile qui a protégé le nom de notre notation. Bienvenue dans le monde. Ah tiens, il y a du Blanco. Dans le monde d'Eiffel. On va parler d'Eiffel aujourd'hui. On va parler du langage Eiffel.
de Bertrand Meyer. Ah, évidemment, il ne m'a pas attendu, lui. Qui a déjà fait du FL? Personne n'a fait d'FL. D'accord. Alors, mon ami QuickTime. Alors, vous allez pouvoir le constater, le style des transparents est un petit peu différent. Je vous présente Patrick Bello, mon directeur de thèse, qui m'a initié à Eiffel. J'ai lu le bouquin. Pas toutes les annexes, mais ça fait quand même plus de 1000 pages sans les annexes. C'est lui qui est à l'origine de ces transparents et c'est aussi la raison pour laquelle il y a un joyeux mélange entre du français et de l'anglais dans les transparents. Bertrand Meyer, le coupable, est un Français, même s'il a aussi travaillé dans de prestigieuses universités outre-Atlantique. Aujourd'hui, il est, je crois que c'est Zurich. En tout cas, c'est sûr, il est en Suisse. Je crois que c'est l'école polytechnique de Zurich. Partie de l'API, qui a regardé STL d'ailleurs. STL, c'est marqué partout. Toi, je suis en log de n, je suis garanti en O de 1, etc. Ça fait partie de l'API, la complexité. D'accord? Donc la réponse, c'est on ne peut pas être extrême ni dans un cas ni dans l'autre. On ne peut pas être extrême. Et il y a des gens qui recommandent, et c'est loin d'être idiot, qui recommandent d'avoir différents degrés d'assertion. Assert à lui tout seul ne suffit pas. Il y a des asserts qui sont gratuits, qui sont instantanés, qu'on ne voit pas du tout. Ceux-là, vous pouvez les mettre en assert et ils ne vont pas gêner. Puis après, il y a des gens qui peuvent être plus coûteux, voire des gens qui sont exorbitants, comme par exemple, is sorted comme assertion à l'intérieur d'un STD search. Donc, la vraie réponse, je dirais, c'est que les contrats, il faut les documenter. Mais on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Et surtout, mais vraiment, le truc que je voudrais que vous repartiez avec ça, c'est que la version contraire, c'est la version bisounours maximale de dire je vérifie toujours mes contrats, même quand c'est du DN debug, et je fais un throw bien clair pour mon utilisateur, c'est épouvantable. Vous êtes quelqu'un qui n'a rien compris du fait que les performances comptent, quoi. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas juste lancer tout le temps des exceptions et vérifier tout le temps. Et du coup, c'est exactement ça l'intérêt du Undefined Behavior. Pourquoi ça existe le Undefined Behavior? C'est la façon qu'a trouvé le standard, que ce soit pour la bibliothèque et parfois pour le langage, de dire ça va dépendre de l'implémentation. Et quand on dit ça va dépendre de l'implémentation, ça peut aussi vouloir dire ça va dépendre de est-ce que l'utilisateur il a demandé des warnings très poussés ou il a demandé d'être en mode optimisation, etc. Ça paraît très bizarre de se dire on est en train de faire un langage, on est en train de faire une bibliothèque, ou parfois on ne sait pas ce qui va se passer parce que personne ne s'engage dessus. Ça aurait été tellement plus clair qu'ils nous disent on va lancer une exception parce que ce n'est pas valide. Et le coup direct, c'est de dire, par exemple, pour STD Search, on ne peut plus faire de STD Search en logarithmique si STD Search voulait absolument tout le temps vérifier son contrat. Vous voyez? Enfin, ce que j'essaye de vous faire passer, c'est que Undefined Behavior peut paraître une idée bizarre, plutôt que de dire c'est invalide et du coup ça crache. Non, le fait de vouloir faire en sorte que ça crache, ça peut vous coûter du temps de vérifier que vous êtes dans une situation invalide. On peut même imaginer des situations où ça pourrait être impossible de vérifier que la réponse est correcte. Pour certaines questions mathématiques, ce n'est pas difficile d'imaginer des trucs où prouver la réponse n'est pas correcte. Donc, vraiment, là, pour des choses comme ça, on en revient à ce qui est ici. Les pré- et post-conditions sont des éléments fondamentaux de votre documentation et ça peut aussi être des éléments de code. L'idéal étant des niveaux d'assertion différents. Vous avez aussi ce qu'on appelle les invariants de classe. J'ai besoin d'expliquer ou c'est clair pour tout le monde les invariants? Très bien. Les assertions comme vous les connaissez. Et puis les invariants de boucle. Invariants de boucle. OK. Et les variants de boucle? Bon, on parlera des variants de boucle par la suite. Dans le cas d'Eiffel, les assertions font vraiment partie du langage. Ce n'est pas comme assert, qui est quand même relativement à côté dans le cas du C++. C'est une macro. Elle n'a pas une syntaxe vraiment dédiée.
Donc dans FL, ça a vraiment une syntaxe. Selon les options, elles seront compilées, elles seront vérifiées. Et dans des langages comme Spec Sharp, j'ai toujours pas répondu à la question qui m'a posé la question, honte sur moi, mais les gens de Spec Sharp, ils ont intégré ça dans C Sharp, se sont inspirés du design PyContract. Et il y a aussi la possibilité de, carrément, quand vous avez une fonction qui est passée comme argument à une autre fonction, bah, les post-conditions de la fonction qui est à l'intérieur vont servir de précondition à celle qui est à l'extérieur. Les garanties que vous avez sur le résultat de la fonction rentrante, ça va être la fonction sortante, pardon, ça va être les préconditions sur la fonction qui est juste après. Donc des choses qui seraient intéressantes, ce serait d'utiliser des prouveurs de théorèmes pour regarder s'il y a effectivement de la compatibilité entre les types attendus et les types effectifs. Et il y a du travail là-dessus. Il y a des gens qui travaillent sur de la preuve pour pouvoir faire des choses comme ça, avec la volonté de pouvoir vous dire « non mais là, ça ne va pas marcher, là, tu es en dehors du domaine ». Compile time. Et alors, c'est utilisé par l'environnement pour servir de documentation. Ça, c'est vraiment un des endroits particulièrement séduisants d'EFL. C'est quand vous demandez, et étant donné que, voilà, ici vous avez les préconditions, require. Vous dites que quand vous placez X et Y, vous voulez que X et Y soient positifs. Cette clause require, quand vous êtes dans l'outil de navigation de code, leur équivalent d'Oxygène si vous voulez, le require est écrit à côté du set X, set Y. Et c'est très supérieur à ce que ferait un programmeur C++. Un programmeur C++, qu'est-ce qu'il aurait? Bah, il va avoir un assert qui est ici, là, quelque part. L'environnement ne peut pas aller chercher l'assert. Et puis, éventuellement, s'il a fait un petit peu d'effort, il va avoir que les backslash près pour les préconditions d'Oxygène qui seront explicitées auparavant sous la forme de commentaires. C'est épouvantable, on est en train de faire les choses deux fois, quoi. Et qui dit faire les choses deux fois dit qu'il y a un moment où elles seront plus identiques. Les préconditions telles qu'elles sont listées dans les commentaires, un jour, elles ne seront pas vérifiées de la même façon en dessous dans les assertions et ça va diverger. Les normes, enfin, c'est une idée tellement élémentaire qu'il y a de quoi rager de voir qu'aucun langage, pas aucun langage, mais aucun langage sérieux qui est vraiment réussi n'ait repris ces idées. C'est le fait que les clauses require et ensure, qui sont les post-conditions, les clauses require et ensure appartiennent à la signature de la fonction et elles sont tout le temps montrées et éventuellement vérifiées par le système si vous lui demandez. D'accord ? Alors les clauses ensure, ici, elles paraissent un petit peu ridicules, ça fait bizarre, c'est de dire que quand on me passe un X et un Y et que je veux changer X et Y, eh ben, je garantis que la coordonnée X de mon objet est mise à jour avec X et la coordonnée Y de mon objet est mise à jour avec Y. Ça paraît ridicule, mais bon, au moins, voilà, c'est explicité. Et puis, c'est explicité d'une façon formelle. Du coup, cet XY, c'est même pas la peine de dire on va changer le X en X et le Y en Y. C'est fait dans la… Ça a avant tout une valeur de documentation, quelque chose comme ça. Mais du coup, la classe rectangle, par exemple. La classe rectangle, si j'avais un set width, avec un magnifique D manquant ici, si j'avais un set width, on exigerait le fait que ma largeur est positive strictement et que la largeur est identique. D'accord ? Largeur nouvelle est égale à old largeur. Votre système de contrat va garder une copie, si vous êtes en mode où vous vérifiez les contrats, va garder une copie de l'objet avant et va vérifier les contrats sur la fin. Et puis, ma foi, si vous avez beaucoup d'attributs, vous pouvez dire mon objet dont j'ai retiré width, globalement, il reste identique. C'est une façon plus courte de dire aucun des attributs ne change à part width. D'accord ? Et si vous demandez la documentation, il sera marqué ça. Les commentaires aussi, les commentaires qui sont en en-tête sont marqués. Ils appartiennent à la fonction. C'est clair pour vous les contrats pré- et post-conditions? Alors du coup, je voudrais que vous me disiez, on va revenir sur le cas de j'ai une classe mère et j'ai une classe fille. Avec une fonction foo, spécialisée foo dans la fille. J'ai le droit à quoi sur les préconditions de la fille? Oui. Est-ce que la fille a le droit de changer quelque chose dans les préconditions? Excuse-moi. À minima, tu t'engages pas beaucoup, c'est-à-dire, elle a le droit d'être plus exigeante ou moins exigeante? Au moins aussi exigeante. C'est les arguments de la classe fille
les préconditions de la classe, les préconditions de la fonction fille sont au moins aussi sévères que celles de la mère. Tout le monde est d'accord? Il n'y a que moi qui ne suis pas d'accord. Ah, maintenant que je l'ai dit, il y a une personne qui est du même avis que moi. Mais non, encore une fois, non. Regardez bien. La mère s'engage à prendre les gens entre 1 et 100. Et la fille qui tient à se faire passer pour la mère, elle dit « Oh non, 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 moi je travaille entre 10 et 20. » On vient de violer le contrat de la mère. Quand la fille est utilisée au titre de la mère, il faut au moins qu'elle soit capable de répondre au contrat de la mère. Donc non, les arguments rentrants, vous avez seulement le droit d'être plus tolérant. Vous avez le droit, si le contrat initial c'est de 1 à 100, vous avez le droit d'utiliser moins 1000, 1000 en dessous, pas de problème. Mais vous n'avez pas le droit d'être plus exigeant. Vous devez répondre au moins au contrat de vos parents. C'est-à-dire que vous avez le droit d'être moins exigeant, mais pas plus exigeant. Donc vous avez le droit de affaiblir les préconditions. Et en ce qui concerne les post-conditions, on les affaiblit ou on les renforce? Exactement comme tout à l'heure, on va avoir le droit de les renforcer. Si la mère s'engage à donner une réponse entre 1 et 100 et que la fille répond entre 10 et 20, on est toujours dans le contrat global. On a le droit de renforcer les contrats sortants, mais pas de les affaiblir. Si on a garanti une réponse entre 1 et 100, il n'est pas question de répondre 114 au bout d'un moment. D'accord? Voilà. C'est ça la programmation par contrat. C'est aussi le fait que quand vous avez une redéfinition, ben vous héritez du contrat. Tout le contrat de vos parents, il est implicite chez vous. Et éventuellement, vous avez le droit d'être plus faible, c'est-à-dire d'accepter d'autres clauses en entrée, require else, c'est ou bien celle de mes parents ou bien des nouvelles que je propose, et ensure then, c'est en plus des garanties qui sont apportées par la fonction mère, j'apporte les garanties suivantes également. D'accord? Côté orienté objet, là, qu'est-ce qu'on sent? On sent que le résultat, on a de la covariance, mais les arguments, ils ont le droit d'aller dans quel sens? Contre-invariance. Dans un langage orienté objet vraiment bien avancé, on devrait avoir le droit, quand j'ai une fonction foo qui descend dans ma hiérarchie, d'avoir le retour de foo qui descend une hiérarchie lui aussi, mais les arguments rentrants qui, eux, remontent la hiérarchie. D'accord? Si j'ai une classe, je ne sais pas moi, si j'ai une méthode qui fait intersection avec carré, bah, en dessous, vous n'avez pas le droit de faire plus restreint que carré. Vous avez le droit de faire intersection avec polygone. Et encore en dessous, intersection avec shape. Pourquoi pas? En descendant, vous avez le droit d'accepter de plus en plus de cas. Donc les arguments rentrants ont le droit normalement d'être contravariants et les arguments sortants sont covariants. En C++, on a déjà dit qu'en sortie, vous aviez droit à la covariance. Et pour les arguments rentrants, vous avez le droit à la invariance. Vous avez l'invariance. Vous n'avez pas le droit de vous n'avez pas le droit de remonter la hiérarchie. Pourquoi? Parce que manifestement, le système, il faut aussi qu'il gère les problèmes d'overloading et ça fait trop de trucs à gérer en même temps. Donc on a de l'invariance sur les arguments rentrants. Alors, du coup, on voit aussi quelque chose qui est clair, c'est que faire en sorte que carré dérive de rectangle, ce qui a été proposé tout à l'heure. On a dit qu'il était hors de question que rectangle descende de carré. Parce que ça pourrait dire que je peux stocker dans un carré un objet de type rectangle et ça va surprendre tout le monde. Ben, le contraire n'est pas bon non plus. Le contraire n'est pas bon non plus. Pourquoi le contraire n'est pas bon non plus? Parce que set width dans rectangle, il s'engage à changer width et à ne pas toucher à la hauteur. Et si carré tient à se faire passer pour rectangle, son set width qui est ici, là, ça ne marche pas. Si vous faites ça, ça ne va pas fonctionner. Moralité, un carré n'est pas un rectangle. Un carré n'est pas un rectangle. Je m'attendais à ce que Théo vous ait déjà fait l'exemple du carré et rectangle qui est quand même hyper connu, mais le cas du rectangle et du carré, il vous l'a déjà fait en mob ou pas du tout, du tout? C'est possible. Ou alors peut-être était-ce cercle et ovale, et ellipse? Hein? C'est quoi? Mob? Ah oui, c'est quoi mob? Oui, ok. Il n'y a rien qui vous gêne dans ce que je dis? Un carré n'est pas un rectangle n'est pas un carré?
Qu'est-ce qui est gênant? C'est on a passé toute votre jeunesse à vous inculquer qu'un carré était un rectangle, non? Bon, au moins ça n'a pas changé. Ouf. Alors pourquoi, en maths, on peut se permettre de dire qu'un carré est un rectangle, les côtés informatiques, un carré n'est pas un rectangle? Where is the catch? C'est écrit là. Hein. La raison pour laquelle ça ne marche pas, c'est écrit là. Et du coup, c'est ici la raison pour laquelle ça marche en maths et ça ne marche pas chez nous. Pardon? Oui, pour les contrats, mais pourquoi les mathématiciens n'ont pas ce problème? Où est la différence? Où est la différence? Qu'est-ce qui... Bon, personne ne discutera que c'est une hérésie totale, bien plus grave que celle-ci, hein, de prétendre qu'un rectangle est un carré. Ça, carré, rectangle, tu sors. Mais rectangle, carré, qui est quand même ce que les mathématiciens nous enseignent, pourquoi nous on le rejette? On va stocker la longueur et la hauteur. Et normalement, on aurait envie d'en stocker qu'un seul de la longueur. Je ne parle pas d'un problème d'optimisation. Ici, c'est bien plus violent qu'un problème de gâchis d'espace. Quel est le problème? Please. On ne pourra pas utiliser une fonction en descendant, on ne pourra pas utiliser le carré à Où est le problème? C'est fou que vous ne le voyez pas parce que c'est quelque chose, dans un autre contexte, vous serez prêt à dire « Ah ouais, mais ce langage, il est beaucoup mieux parce que lui, il est… » Et ici, quel est le problème? Bon, déjà, de toute façon, ce n'est pas très difficile. Quel est l'adjectif numéro 1 qui fait qu'un langage est supérieur à un autre? Le langage typé? Ouais, ok. L'argument numéro 2. Tout de suite, vous dites ce mot-là et vous savez, ah ouais, non, mais ça, c'est différent, c'est mieux. Je m'en sers pas, mais c'est mieux. Fonctionnel, bien sûr. C'est ça le mot qui fait la différence entre les langages et les langages ouh. Il y a les langages ouh, c'est fonctionnel, ouais, c'est trop beau, je m'en sers pas du tout, mais trop beau. Et puis les langages je vis dedans, mais je m'en sers. C'est quoi le problème ici? C'est que quand le mathématicien il pense à un carré, il pense à un objet statique, il ne bouge pas. Il est créé et il ne va pas s'amuser à en changer la dimension. Vous avez déjà vu un mathématicien changer la dimension d'un carré? Non, il en crée un autre plus grand. Et puis s'il est plus large, il appelle ça un rectangle et c'est fini. Mais c'est quelqu'un d'autre, c'est un nouveau. Là, on est en train de faire de l'effet de bord à fond les manettes. On est dans un langage impératif où on est en train de changer les dimensions de l'objet qu'on est en train de regarder. Et c'est pour ça qu'on ne peut plus dire qu'un carré est un rectangle. Parce qu'il ne répond pas à cette nature dynamique qui fait que enlarge your rectangle, quoi. Là, ça ne marche plus. On est dans un autre monde. Le mathématicien il est dans le monde des gens qui sont immuables. Et là, on peut dire des choses comme ça. Mais on est en train de faire de la programmation impérative avec des changements de dimension. Là, évidemment, ce n'est pas possible. D'accord? Elle est là, cette différence. Et elle peut nous frapper en plein d'endroits. Vous aurez compris du coup que si vous étiez en train de faire une modélisation fonctionnelle pure, on n'aurait probablement pas ces ennuis-là. On ne s'amuserait pas à faire des choses comme ça. On ne va pas changer les dimensions d'un objet. On va créer un nouvel objet. C'est complètement différent. Donc voilà, on en déduit que quand on fait de la programmation impérative à grands coups d'effet de bord, carré et rectangle, bah, ils sont l'un à côté de l'autre. On ne peut rien changer, ce n'est pas possible de faire autre chose. Qu'est-ce que c'est que des invariants? Bah, c'est des choses sur lesquelles vous vous engagez dans toute la durée de vie de votre objet. À tout instant, je garantis que x est positif, la largeur est positive, la hauteur est positive également. Éventuellement que s'il y a un cadre visible dans l'écran, il faut que mes coordonnées fassent que je sois visible. Enfin bref, voilà, vous pouvez mettre différentes requêtes. Et là, ça pose quand même un petit problème de dire à tout instant mes contrats sont vérifiés. Vous imaginez bien, quand vous êtes en train de construire l'objet, l'objet il n'a pas fini d'être construit, donc évidemment ces invariants ne sont pas placés. Quand vous êtes en train de travailler sur l'objet, vous êtes en train de massacrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc en fait, on ne peut pas dire à tout instant les invariants sont vérifiés. Quand est-ce que les invariants sont vérifiés pour de vrai?
Les invariants d'une classe, quand est-ce qu'ils sont vérifiés vraiment? À l'entrée, à la sortie de toutes les méthodes. Quand vous arrivez sur un objet, je veux dire, quand vous êtes en train de le construire, vous n'allez pas vérifier ses assertions avant d'avoir terminé de le construire. Une routine, c'est précisément la spécificité des méthodes d'un objet. C'est qu'elle est au courant de savoir comment l'objet est implémenté. Et quand, par exemple, on est en train d'agrandir un vecteur, il y a un moment où on a le vecteur de destination, on n'a pas encore installé tous les gens dedans, les invariants de mon objet ne sont pas vérifiés. Donc les invariants, quand est-ce qu'ils ont un sens? Ils ont un sens à chaque fois qu'on rentre ou à chaque fois qu'on sort d'une méthode. Et du coup, vous avez une idée de quand est-ce que le système FL vérifie les invariants. C'est à chaque fois que vous appelez une méthode sur un objet et à chaque fois que vous revenez de la méthode sur un objet, vos invariants seront vérifiés. En C++, où est-ce que vous mettriez vos invariants? Un bon endroit pour mettre les invariants, c'est où? Alors les invariants, ça va être des asserts. Les asserts dans une classe, marche pas, ça n'existe pas. Static assert, très bien, mais c'est autre chose là. Static assert, c'est des préconditions sur les paramètres ou des choses comme ça. Où est-ce qu'on met des assertions pour coder des invariants en C++? Ouais, mais si tu les mets dans les méthodes, ça veut dire que tu vas les mettre partout. Auquel cas, une façon que tu pourrais le faire, c'est avoir une fonction invariant qui code tous les asserts, et chacune de tes fonctions fait un appel à un invariant. Pourquoi pas? C'est lourd. Pourquoi pas? Si tu as envie de faire l'effort maximal, tu peux faire ça. D'accord? Mais si tu n'as pas envie de faire l'effort maximal, sachant que c'est un effort qui est particulièrement coûteux aussi runtime, ça veut dire que toutes tes méthodes vont faire ça tout le temps. C'est vraiment cher. Quelle est la routine sur laquelle vous avez la garantie qu'elle sera appelée? Destructeur. Le destructeur. Constructeur, il peut y en avoir plusieurs. Et puis, c'est quand même facile de construire l'objet. Peut-être que c'est les méthodes après qui manipulent l'objet qui vont le ruiner. En revanche, le destructeur, il est supposé avoir vu l'objet après avoir vu pas mal de choses. Et là, s'il y a un moment où son invariant est pété, le destructeur le verra sûrement. Donc la technique classique pour implémenter les invariants en C++, c'est de les placer dans le destructeur. Voilà, les invariants, vous pouvez leur donner des noms. Les assertions, ça ressemble à ça, des clauses check. Alors, je voulais vous parler des boucles. En Perl, je vous ai certainement déjà parlé de TimToady. TimToady, there is more than one way to do it. Et ils en sont fiers en Perl. Il y a moyen d'écrire les additions au moins d'une vingtaine de façons différentes. Wow, trop classe. Non, voilà, ils en ont fait carrément un slogan. TimToady, there is more than one way to do it. Et en Eiffel, c'est exactement le contraire. Le propos d'Eiffel, c'est de dire on va essayer de tous programmer de la même façon parce qu'on est en train de tous de collaborer. On est tous des gens différents qui collaboreront sur le même sujet. Il n'y a pas de raison qu'on écrive des choses différentes. On va essayer d'amener les gens à écrire d'une seule façon. Et une façon extrême de montrer ça, c'est qu'il n'y a qu'un seul type de boucle en Eiffel. Il n'y a pas de boucle for, de boucle while, de boucle bool, etc. Il y a ces boucles-là avec les gens qui sont optionnels. From, c'est la clause où s'il fallait introduire une variable et l'initialiser, vous le mettriez. Là, vous mettez l'invariant de boucle. Ici, vous mettez le variant de boucle, la condition de terminaison et le corps de la boucle. Donc voilà, les boucles for, les boucles while, toutes les boucles s'écrivent avec cette structure-là. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un invariant de boucle? Vous m'aviez dit que vous le saviez. C'est tout simplement quelque chose sur laquelle la boucle s'engage. Par exemple, si j'ai une liste d'objets à trier, la longueur de la liste d'objets qui me reste à trier plus le nombre d'objets que j'ai triés ne change pas pendant toute mon itération. Voilà un invariant de boucle. D'accord? Qu'est-ce que c'est qu'un variant de boucle? À quoi ça sert les variants de boucle? Quel est le danger des boucles? Qu'elles ne terminent pas. La technique de preuve de terminaison des boucles, c'est d'exhiber un entier qui est décroissant strictement. C'est ce qu'on appelle le variant de boucle. Donc ici, vous pourriez annoncer une expression sur laquelle vous garantissez qu'elle décroît, et c'est ma preuve de terminaison de boucle. D'accord? Des clauses de debug, on s'en moque, blablabla. Et puis en fait, voilà, je vous ai montré tout ce que j'avais envie de vous raconter à propos d'Eiffel. Après, on peut regarder quelques images juste anecdotiques de à quoi ça ressemble. L'interface Eiffel de l'époque, voilà, c'est magnifique. C'était l'IDE Eiffel. C'est beau, hein? Oui, évidemment, il y a une tour Eiffel, bien sûr. Ça, là, alors c'est le mode melt. Le mode melt, c'est... Je pense qu'ils ont fait des progrès, mais le compilateur Eiffel d'origine, il y avait 7 passes. 7 passes. 7 passes.
Ça veut dire que bien avant l'explosion du C++ avec les templates de templates, il y avait déjà moyen de choper un concert facile en partant fumer en attendant que votre compilation Eiffel termine. C'était assez monumental. Mais ils ont trouvé la Melting Ice Technology qui consiste en fait, quand vous faites un petit changement dans votre programme, à patcher juste le petit bout que vous avez modifié. Et ils ont appelé ça le Melting Ice Technology. Et l'icône, bah voilà. Et ça, c'est pas au secours, ça marche pas. Non, c'est pour produire du code plus... non, pour lancer, pardon. C'est run, ça. Et alors ça, c'est assez génial. C'est une idée assez géniale. C'est des cibles. C'est des cibles pour déposer les objets, par exemple, pour les étudier. Donc, j'ai oublié tout ça, je suis désolé, mais ça doit être une classe, ça, c'est un attribut, et ça, c'est une méthode. Donc là, par exemple, la classe main, ah ben non, voilà, oui, c'est ça, c'est système, classe et méthode. Ici, main, vous pouviez le prendre. Ça, c'est mon curseur. Et quand je prends mon curseur, je me dis, ah, mais qu'est-ce que je peux faire de cet objet? Et ben voilà, la réponse, c'est 1. Et alors, essaye de deviner ce que tu peux faire de cet objet. Donc, c'est pour vous aider à comprendre où il faut poser les choses. Pourquoi avoir besoin de les poser plutôt que d'avoir un menu local, hein? Mais bon, au moins, voilà, ça vous donne des relandes quand vous étiez tout petit et qu'il fallait essayer de mettre des carrés dans des trous avec la bonne forme. Ah non, c'était là, run, voilà, c'est ça. C'était ici, run, pas à pas. Là, c'est le pas à pas. Non, ça, c'est vraiment la compilation rapide. Voilà, optimisé. J'ai fini. Alors, Eiffel. Il y a une implémentation libre française, monsieur, du Lauria. Lauria ou la Foria, je ne sais plus. Lauria, je crois. Qui s'appelle Small Eiffel, Smart Eiffel. Je ne me souviens plus, en fait. Elle a commencé sous un nom et elle a changé de nom et elle est devenue l'autre et je ne sais plus laquelle est actuelle. Je crois que c'est Smart Eiffel, le nom actuel. Small Eiffel avant et Smart maintenant. Vous pouvez parfaitement faire du Smart Eiffel sur vos machines. C'est un langage agréable à découvrir.